du Club des entreprises inclusives. Je porte le club avec la mission locale des Bords de Marne, avec Blooming qui va se présenter aussi, Pôle emploi et la CCI également. Voilà ce que je peux dire pour me présenter. Très bien, je vais prendre le relais. Donc, bonjour, je pense qu'on me voit. Donc, moi, c'est Fadila Mergani. Donc, je travaille pour la société Bluelink en tant que responsable recrutement, gestion des talents et référent RSE. Et je suis ici au titre de leader du Club des entreprises inclusives. J'ai déjà rencontré quelques personnes à l'écran. Et donc, pour peut-être aussi introduire ce webinaire-là, l'idée vient des membres du club. Il y avait un fort besoin justement de partage de bonnes pratiques, de structure entre elles. Et l'idée, on a eu trois thématiques qui sont remontées, dont celle-ci. Et l'idée, c'est parce que le club, c'est le vôtre, hein, nous, on est là pour vous apporter des solutions. Et il a été co-construit, je remercie d'ailleurs Fouzi Maté et Felipe ici présents, qui sont également membres du club. Et du coup, en tant que partie prenante, ont travaillé pour vous cette présentation. Voilà, je suis sûre qu'elle sera riche. J'ai du mal à trouver mes mots. Et vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez repartir avec une boîte à outils, donc présentée par nos experts. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a appelé ces webinaires les jeudis des experts. D'ailleurs, si vous avez vous aussi des domaines de compétences ou des sujets particuliers que vous souhaitez animer, ou alors vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on ajoute dans le programme 2022, on est preneuse. Peut-être redire, mais après, un petit mot sur les entreprises inclusives pour ceux qui connaissent pas rapidement, et puis je laisse la parole à Leïla, parce que je vois que vous êtes deux à ne peut-être pas connaître. En fait, le Club des entreprises inclusives, c'est avant tout une initiative nationale qui a été mise en place par Emmanuel Macron, donc qui a demandé en fait à ce qu'il y ait un club qui se crée dans chaque département, avec des entreprises qui s'engagent sur la base d'un volontariat sur un certain nombre de thématiques en faveur de l'inclusion des personnes les plus éloignées d'emploi. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de signer la charte, on vous en donnera avec plaisir ultérieurement. Voilà, je laisse la parole à Leïla. Bonjour à tous, je suis Leïla Boisside, chargée des relations entreprises à la mission locale des Bords de Marne. Et donc, j'accompagne l'équipe sur cette aventure qui est d'intégrer effectivement des entreprises qui ont l'ambition de rendre leur méthode inclusive et de développer effectivement l'inclusion au sein de leur organisation. Donc, je suis très heureuse de pouvoir nous joindre à vous aujourd'hui pour cette thématique autour de la responsabilité sociétale des entreprises. Et je suis certaine qu'effectivement, à la sortie de cette réunion, on partira tous avec voilà, des idées et aussi peut-être une envie de faire les choses autrement au sein de nos organisations. Merci Leïla. J'essaie de partager du coup la présentation et puis on vous laisse du coup Felipe et Fouzi vous présenter également de mots et procéder ensuite à votre intervention. Ce qu'on vous propose aussi, c'est d'écrire vos questions dans le chat et on les lira à la fin de la présentation, voilà, pour qu'il puisse y avoir aussi un moment d'échange et de partage, hein, bien sûr. Si vous pouvez peut-être aussi tous couper vos micros pendant la présentation. Alors, Felipe, tu te présentes d'abord ou je me présente? Vas-y, comme tu veux. Vas-y. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fouzi Maté. Je suis la présidente de la fondation Yes for Humanity. C'est une fondation qui est basée au Kremlin-Bicêtre, même si on a déménagé il y a quelques mois dans le 95. C'est pour ça que je ne suis pas avec l'équipe ce soir. Et la fondation Yes for Humanity est une fondation dont la vocation est de soutenir les jeunes
porteurs de projets engagés dans les domaines soit artistiques, humanitaires ou de l'économie sociale et solidaire. Tous les projets qu'on soutient répondent aux objectifs de développement durable de l'ONU. Et ce qu'on fait, c'est qu'on soutient les jeunes à travers des bourses, des résidences de création ou des formations. Et on forme notamment ces jeunes-là, qui sont souvent des entrepreneurs, à la création d'entreprises de l'ESS ou aussi à la mise en place de stratégies RSE, ou encore des ONG, des jeunes créateurs d'associations à la création de projets en accord avec les objectifs de développement durable. C'est aussi pour ça que je me retrouve aujourd'hui avec Felipe pour faire cette présentation, comment mettre en place ma stratégie RSE, car on a été amené à collaborer au niveau de Bluelink il y a de cela 1 an. Donc je laisse se présenter. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Felipe Franco. Je suis le directeur commercial au sein de Bluelink, également en charge de la démarche RSE. Alors, je vais présenter Bluelink un peu plus tard, juste avant l'étude des cas. Donc voilà, c'est ça pour moi. Ok, alors peut-être pour commencer, déjà pour vous dire, on a choisi de vous faire une présentation qui vous permet d'avoir un panel large et une compréhension assez large de ce qu'est la RSE. On présentera aujourd'hui surtout un exemple d'une démarche, mais d'abord ce qu'on va faire, c'est essayer de définir un peu ce qu'est la RSE, l'historique international de la création même de cette notion. On va vous présenter aussi les piliers de la RSE et les avantages de la RSE. Ensuite, dans une deuxième partie, on va vous montrer comment mettre en place une démarche RSE. Ça sera Felipe qui vous présentera ça. Et on va essayer de le faire de manière assez interactive grâce à l'exemple concret de la stratégie de RSE de Bluelink. Donc, on va vous présenter d'abord la RSE chez Bluelink. Ensuite, on va vous présenter comment cartographier les parties prenantes, donc toutes les personnes qui sont concernées par votre stratégie responsabilité sociétale. Enfin, on passera à une partie sur la définition des enjeux RSE qui sont propres à chaque entreprise. Après, on vous expliquera comment faire un test de matérialité. Et enfin, pour finir, on vous parlera de comment élaborer cette stratégie de manière concrète une fois que vous avez déjà réussi toutes les étapes préalables. Alors, pour commencer sur ce qu'est la RSE, alors, on trouve 3 définitions pour expliquer la RSE. La première, c'est celle de la Commission européenne qui date de 2001, l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et écologiques à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. Ensuite, la norme ISO 26000, qui est une norme applicable pour les entreprises, en 2010, a essayé d'expliquer de manière plus succincte, mais fine aussi, ce que cela voulait dire. Donc, la responsabilité vis-à-vis des impacts des décisions sur la société et sur l'environnement, donc les décisions que l'entreprise a. Et enfin, en 2011, c'est l'Union européenne qui rajoute sa petite couche là-dessus et qui définit la RSE comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Alors, mais on peut se demander d'où vient la RSE. La RSE, elle a une origine. La première origine qu'on peut retracer, donc sur la seconde slide, c'est une apparition dans un livre d'Howard Bowen en 1953, Social Responsibilities of the Businessman. Ce livre-là a été écrit par un économiste protestant. Donc, sa vision, lui, de la RSE était basée surtout sur le mécénat, la philanthropie et l'idée que les entreprises doivent se mettre au service de la société de manière plus large. Mais ça n'a pas vraiment pris à ce moment-là. C'est dans les années 70 où on s'est rendu compte au niveau international que certains scandales politiques étaient dus aux entreprises en partie, notamment le maintien de l'apartheid en Afrique du Sud ou le coup d'État au Chili, car beaucoup d'entreprises avaient financé ces différents scandales politiques. C'est là que l'OCDE, l'organisme de coopération et de développement économique, va décider d'adopter des principes directeurs à l'intention des multinationales. Alors ça, ils le font en 1976. Ce sont des principes qui ne sont pas contraignants, mais qui commencent à aider à créer un cadre plus global et plus international et des normes, les normes ISO et toutes ces normes-là
normes-là descendront justement de ces premiers principes directeurs. Enfin, on trouve d'autres normes, conventions et documents cadres qui émergeront aussi ensuite et qui vont servir de base à la mise en place d'une démarche RSE. On a par exemple le Pacte mondial de l'ONU en 2000, qui a été ratifié en 2000. On a aussi la RGPD, qui permet la sécurité des données, donc qui est beaucoup plus récente. Et on a sur la troisième slide les objectifs de développement durable de l'ONU. Ces objectifs-là, il y en a 17, et l'idée des objectifs de développement durable de l'ONU qui sont sortis en 2015 et qui ont pour but de donner un objectif à 2030 à tous les pays du monde entier et aux entreprises, c'était d'un côté d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, ensuite de protéger la planète et enfin de garantir la prospérité pour tous. Donc souvent, beaucoup d'entreprises qui ont parfois du mal à s'emparer des outils RSE se basent aussi sur ces objectifs de développement durable pour pouvoir avoir un cadre plus concret parfois. Bluelink en sera un exemple. Tout à l'heure, Philippe vous présentera ça. Alors, si on arrive un peu plus finement sur quels sont les piliers de la RSE. Alors, l'essor de la responsabilité sociale des entreprises est lié à celui de la notion de développement durable. Des fois, les deux peuvent être confondus et elles se rapprochent. Et cela repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est un pilier social. Dedans, vous allez retrouver l'égalité femmes-hommes, l'inclusion des personnes en situation de handicap, la diversité dans les recrutements. Après, vous avez le pilier économique. On va retrouver par exemple la transparence financière dans celui-là. Et puis le pilier environnemental, que tout le monde connaît déjà. Donc voilà, respecter les enjeux environnementaux du pays dans lequel on est. La taxe carbone est par exemple un exemple de taxe qui va dans le sens pour les entreprises de la responsabilité sociétale des entreprises. En France, la consécration de la RSE, on la trouve en 2019, donc c'est très récent, grâce à la loi Pacte. La loi Pacte est une grande notion pour expliquer la loi Pacte, c'est la société gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Voilà. Et donc, du coup, cette loi permet, si on arrive sur la prochaine slide, oui, permet aux sociétés de devenir des entreprises à mission. Pour vous expliquer un petit peu, toutes les sociétés doivent prendre en compte les impacts qu'elles peuvent avoir. C'est rappelé dans l'article 1833 du Code civil. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Mais quand on se lance dans l'envie d'une labellisation loi Pacte, on va devenir une entreprise volontaire et on va se doter d'une raison d'être. Donc, ça va être des grands principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Donc, par exemple, vous pouvez décider dans votre entreprise d'avoir une raison d'être ou si vous êtes par exemple une entreprise de consulting, votre raison d'être, si vous faites du consulting dans le domaine des politiques publiques, peut très bien être de réfléchir à l'impact des études que vous faites sur la bonne santé des entreprises pour lesquelles vous travaillez. Un exemple concret, ça va être une entreprise de consulting qui travaille sur tous les domaines écologiques et qui va décider de créer des méthodes innovatives pour aider les entreprises à diminuer leur empreinte carbone. Elle peut se doter de cette raison d'être et elle peut décider aussi, par exemple, de reverser une partie de ses bénéfices à cette cause-là. Cette raison d'être doit être affichée dans les statuts et c'est comme ça qu'on devient une entreprise à mission. Donc une société qui peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque plusieurs conditions sont respectées comme cité juste avant. On a quelques entreprises en France qui se sont lancées là-dedans, notamment Danone, qui est une entreprise à mission depuis 2020, début 2020 si je ne me trompe pas. Et il faut voir en fait la loi Pacte comme un label qui montre votre motivation plus que comme quelque chose voilà, d'impactant au niveau fiscal ou autre. Si on doit résumer les avantages qu'on peut trouver justement à mettre en place une démarche RSE,
le premier avantage, ne nous mentons pas, il est important, c'est bénéficier de financements et d'allègements fiscaux de l'État. Et ça, par exemple, on peut citer la réduction d'impôt de 60% pour les dons réalisés au profit d'œuvres d'intérêt général. On a aussi les règles d'amortissement des véhicules d'entreprise ou l'exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés. Toutes ces choses-là sont des allègements fiscaux que vous pouvez bénéficier quand vous décidez, par exemple, de prendre des véhicules qui émettent moins de CO2. Enfin, après, vous avez la réduction des coûts, parce que forcément, en prenant en compte voilà, tous ces différents éléments en amont, vous pouvez innover et réfléchir à travers le tri sélectif, veiller au gaspillage, vous pouvez réduire vos coûts. Vous pouvez être aussi compétitif comme employeur, notamment auprès des jeunes générations, parce qu'on sait que maintenant, les jeunes générations, quand elles cherchent un nouvel emploi, regardent beaucoup si les entreprises sont labellisées Good Place to Work, B Corp. Il y a différents labels qui existent. En France, on en a d'autres. Voilà, et les jeunes regardent ça. Vous pouvez aussi fidéliser vos employés en les mettant dans votre démarche RSE, notamment à travers des team building, des week-ends, voilà, de réflexion en commun, la mise en place d'une politique égalité femmes-hommes au travail. Tout ça, ça va les fidéliser. Vous avez aussi la possibilité de renforcer l'écosystème de partenaires parce que vous pouvez adhérer par ce biais-là à des réseaux comme le réseau du Club des leaders inclusifs ou des réseaux qui vont appartenir à l'OCDE ou à d'autres grandes institutions. Vous pouvez vous différencier de votre concurrence et innover en cherchant des solutions à des problématiques sociétales. Pour résumer. Alors, je vais laisser la parole à Felipe maintenant pour la deuxième partie. On a eu un petit souci de micro. Merci, Fouzi. Alors, donc on va continuer sur la deuxième partie. Donc, c'est les cas pratiques. Voilà. Alors, donc, avant de s'élancer sur les différentes étapes pour mettre en place une stratégie RSE, 2-3 mots sur Bluelink pour que vous puissiez comprendre un peu les contextes qu'elle a mis en place ces projets. Donc, Bluelink, c'est une filiale du groupe Air France. On a été créé en 1992 pour gérer des programmes de fidélité d'Air France. Et au fur et à mesure, on a incorporé de nouvelles activités pour Air France, mais également pour d'autres clients. Donc là, vous voyez, c'est notre portefeuille client. Donc, en gros, on gère des centres de contact pour ces entreprises, surtout sur la partie e-commerce, assistance, réclamation. Et on gère également toute la partie des réseaux sociaux. Voilà. Alors, donc, Bluelink, c'est 2000 collaborateurs à travers le monde. Donc, nous avons 6 centres en propre aujourd'hui. Ça veut dire 6 centres où nous avons des employés Bluelink, 3 centres en Europe, donc 2 ici en France, un à Arcueil et le deuxième à Strasbourg. Le troisième centre européen il est localisé à Prague, en République tchèque. Et après, nous avons 3 centres en offshore, donc à Sydney, on va traiter tous les marchés asiatiques, à l'île Maurice. Et les derniers, les plus récents centres, c'est celui à Santiago, où on va traiter l'Amérique du Sud et également l'Amérique du Nord. Voilà, donc pourquoi je vous dis ça? Je pense que c'est important d'avoir un peu les contextes qui est Bluelink, parce que la démarche qu'on va vous proposer aujourd'hui, justement, elle était faite pour Bluelink, donc elle ne va pas être forcément celle que vous avez besoin. Donc je pense plutôt, par exemple, à Olivier avec son burger mobile. Peut-être pour vous, vous aurez besoin d'une démarche un peu plus simple, justement. Mais voilà, donc ayez en tête un peu les contextes de Bluelink. Alors, avant qu'on s'élance sur la démarche, sur les différentes étapes, j'aimerais bien partager deux points importants pour bien comprendre la logique de notre démarche RSE. Et je vais laisser Fadil le faire, parce que j'y arrive pas. C'est piège. Voilà. Alors, donc, les premiers points qui sont importants et c'est une notion qu'on croit beaucoup chez nous à Bluelink, c'est la notion des shared values. Donc, en français, valeurs partagées, qui c'est une notion qui a été proposée par Michael Porter en 2011 et qui en gros dit, alors l'entreprise, elle existe certes pour créer de la valeur économique, mais elle existe aussi pour créer de la valeur sociale et environnementale.
Donc, en gros, ça veut dire qu'une entreprise, elle doit dégager du profit, bien sûr, mais elle doit aussi essayer d'avoir un impact sociétal positif, un impact environnemental positif également, tout en limitant son impact négatif. Donc, ça, c'est une idée qui est assez similaire justement à la loi Pacte qui vous a expliqué tout à l'heure. Et c'est une notion, comme j'ai dit, qu'on tient vraiment à cœur chez Bluelink. Le deuxième point, c'est que chez Bluelink, on voit justement tous les projets qu'on a mis en place pour mettre en place les stratégies RSE. On voit vraiment comme process d'amélioration continue et vraiment comme un levier des transformations. Alors, ça veut dire quoi? Déjà, bien sûr, on a des objectifs très précis à atteindre avec notre stratégie RSE, mais pour nous, les process qu'on doit passer pour atteindre ces objectifs, il est si important que les résultats. Et je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Et le deuxième point, c'est que chez Bluelink, on met les stratégies RSE vraiment au cœur de la stratégie d'entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à côté du business, c'est quelque chose qu'on fait avec le business, justement, pour avoir, justement, pour que ce soit un levier de transformation dans d'autres champs d'actuation des Bluelink. Alors, donc, la démarche qu'on propose, donc à niveau pour répondre un peu ce que j'ai dit au début, cette démarche, c'est qu'on a conçu, c'est pour Bluelink, c'est pour la taille de Bluelink. Elle ne va pas être forcément, comment dire, il faudra peut-être l'adapter selon les différentes tailles des entreprises. Mais bon, en gros, c'est 5 étapes principales. Donc, il faut d'abord cartographier les parties prenantes, et je vais revenir sur ces points-là. La deuxième étape, c'est définir les enjeux RSE. Donc, ces deux étapes-là, dans notre cas, en tout cas, on l'a fait avec les COMEX des Bluelink et les projets, et l'équipe projet de la stratégie RSE. La troisième étape, c'est justement les tests des matérialités. C'est justement choisir les enjeux qui sont les plus pertinents pour l'entreprise. La quatrième étape, c'est l'élaboration de la stratégie RSE. Et ça doit se baser sur justement les constats du test de matérialité. Et la dernière étape, c'est vraiment mettre en place tous les plans d'action pour atteindre les objectifs de la stratégie RSE. Bon, dans cette étape, on va aussi définir les indicateurs justement pour nous permettre de faire le suivi du plan d'action. Alors, donc chez Bluelink, on a lancé notre projet en septembre l'année dernière. Là, on vient définir l'étape 4. C'est l'élaboration de la stratégie RSE. Et notre plan d'action, on va commencer à travailler sur les plans d'action début 2022. Donc, ça vous donne une idée qui, pour nous, ça nous a pris un peu plus d'1 an, justement, pour passer les 4 étapes. Bon, certes, on a eu aussi les Covid, les différents confinements, donc ça a retardé un peu le process. C'est un process qui prend du temps, et je vais revenir sur ces points aussi. C'est important, justement, de prendre les temps, justement, pour embarquer les différentes parties prenantes. Alors, donc, si on regarde déjà la définition des parties prenantes, c'est quoi les parties prenantes? En gros, c'est l'ensemble des acteurs qui subissent un impact positif ou négatif du fait de l'activité de l'entreprise. Donc, ça peut être, bien sûr, les collaborateurs, donc les personnes qui sont impactées par l'activité. Ça peut être aussi des entités, comme les pouvoirs publics, les différents partenaires d'une entreprise. Alors, donc là, vous avez les grands groupes qui, normalement, on va trouver parmi les parties prenantes de l'entreprise. Donc, il y a les actionnaires, bien sûr, les fournisseurs, les collaborateurs, comme je disais, les référents, les clients, bien entendu, les ONG, les syndicats. Alors, les syndicats, ça peut être, bien sûr, les partenaires sociaux, ça peut être aussi les syndicats professionnels, voilà, et également les pouvoirs publics. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça dépend vraiment de l'activité de l'entreprise. Pour certaines entreprises, par exemple, les fournisseurs, ils vont être la partie prenante peut-être la plus importante, et la d'autres entreprises où c'est les pouvoirs publics qui seront peut-être les parties prenantes les plus importantes. Bien entendu, par exemple, les collaborateurs, pour toutes les entreprises, c'est une partie prenante essentielle, ainsi que les clients. Alors, donc, dans le cas des Bluelink, nous avons défini 12 parties prenantes. Donc, au cœur, et là, on pourrait dire c'est les 3 groupes qui ont été identifiés comme les plus importants. Il y a les collaborateurs, les salariés de Bluelink, nos clients, qu'on appelle les clients donneurs d'ordre, les marques avec qui on travaille, et nos sous-traitants. Par la suite, on a identifié un groupe des 5 parties prenantes, donc les syndicats, et là je parle bien des partenaires sociaux, nos actionnaires,
notre conseil d'administration, nos fournisseurs, les partenaires technologiques. Alors, on a différencié les fournisseurs des partenaires technologiques parce que, comme nous sommes dans un métier qu'on travaille beaucoup avec des ordinateurs et des logiciels, nos partenaires technologiques ils sont vraiment clés dans notre travail quotidien. Et finalement, on a défini un troisième groupe qui est composé des communautés locales, des pouvoirs publics, des médias et des syndicats professionnels. Donc ça, c'est des groupes qui ont un impact moindre sur l'activité publique, mais qui sont aussi importants pour tous les process des mises en place de la stratégie RSE. Voilà, donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de lister les enjeux RSE. Alors, c'est quoi un enjeu RSE? C'est un sujet pour lequel une organisation a un impact positif ou négatif, qui présente des risques et des opportunités pour les modèles de développement de l'entreprise. Okay? Après, on peut parler des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux et bien sûr des enjeux économiques. Alors, pour revenir sur un point que je pense que Fouzi nous en a parlé au début, c'est vrai qu'au début, on voyait la RSE plutôt comme des enjeux sociaux et environnementaux. Aujourd'hui, en tout cas chez Blulink, on a une vision plus large de la RSE où on inclut aussi tous les sujets économiques. Alors, donc ça peut vous sembler un peu bizarre d'inclure ces sujets-là, mais nous, on s'est dit tout simplement, si une entreprise, elle n'est pas économiquement performante, elle ne pourra même pas être là demain pour travailler sur tous les autres sujets RSE. D'où l'importance justement d'inclure la globalité des sujets. Alors, nous avons identifié 15 enjeux RSE. Alors, je ne vais pas mentionner tous, vous l'avez sur l'écran. Je pense que les plus importants, peut-être les plus intéressants, c'est de savoir comment on a fait cette identification. Donc, on a parti en fait des 3 sources différentes. D'abord, on a regardé la liste des enjeux de notre maison mère, des Air France, et on a fait un tri. Donc, en gros, donc, dans la liste des Air France, on va trouver, par exemple, les renouvellements des avions. Alors, nous, dans notre activité, on n'a pas d'avion, donc il n'y a pas d'essence d'y avoir cet enjeu pour nous. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les premières étapes. On a repris la liste des enjeux de notre maison mère. La deuxième étape, on a aussi regardé la liste des enjeux RSE qui sont proposés par la norme ISO 26000. Voilà, là, vous allez trouver vraiment une liste très exhaustive. Et on a également regardé les enjeux RSE qui nos compétiteurs, donc les entreprises qui sont dans le même secteur que nous, ils ont. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait un peu des mélanges des 3 sources différentes et on est arrivé à 15 enjeux RSE. Alors, les tests des matérialités. Comme on disait, je disais au début, c'est vraiment un outil qui nous permet à la fois de hiérarchiser les différents enjeux RSE en ciblant les enjeux les plus pertinents pour l'entreprise. Donc, je vous donne un exemple. Je reprends les cas des Blulink. Nous sommes une entreprise qui, dans notre métier, il est très digital. On travaille avec des ordinateurs et des logiciels. Donc, la gestion des déchets, bon, bien sûr, on crée un peu des déchets dans les bureaux, mais ce n'est pas les sujets les plus importants pour nous. Par contre, l'impact de notre empreinte carbone digitale, c'est un sujet beaucoup plus important pour nous. Voilà. Après, pour une entreprise qui produit, je ne sais pas, des matériaux, bien sûr, la gestion des déchets, peut-être, ça va être un enjeu plus important. Voilà. Donc, il faut vraiment choisir les enjeux qui soient les plus pertinents pour l'entreprise. Les deuxièmes points, donc cet outil, elle nous permet aussi de faire la convergence entre les attentes des différentes parties prenantes. Et je vais revenir sur ces points plus tard. Et finalement, c'est un outil qui doit nous aider justement à définir la stratégie, notre plan d'action et in fine les indicateurs qui vont nous permettre de faire le suivi du plan d'action. Alors, je commence donc par l'exemple de notre maison mère, donc des Air France. Donc ça, c'est la matrice des matérialités. Alors, je vais vous expliquer, normalement, il doit la sourire, je crois. Est-ce que vous voyez la sourire? Oui, je pense qu'il voit. Vous voyez la souris ou pas? La souris qui bouge sur l'écran. Oui, on la voit. Très bien. OK. Alors, donc, ici, dans l'axe horizontal, nous avons la priorisation des enjeux
qui a été faite par les COMEX d'Air France KLM. Donc, on voit par exemple, selon les COMEX, l'enjeu les plus importants, c'est la satisfaction client. Et juste après, c'est la modernisation de la flotte, des avions. Et ici, dans l'axe vertical, nous avons les priorités, enfin les enjeux priorisés selon les différentes parties prenantes. Donc là, on voit que pour les parties prenantes d'Air France KLM, l'enjeu, en fait, il y a deux enjeux qui sont, on dirait qu'ils sont au même niveau. Il y a la sûreté et sécurité des vols et également la modernisation de la flotte. Donc là, vous voyez que dans les cadrans en haut à droite, c'est les enjeux qui sont à la fois prioritaires pour les parties prenantes externes et aussi également pour les COMEX. Donc, à travers la matrice des matérialités, on peut facilement identifier les enjeux sur lesquels l'entreprise devait s'y positionner ou en tout cas se focaliser. Voilà, donc dans les cas d'Air France, ils avaient une liste d'environ 30 enjeux prioritaires, enfin enjeux RSE, et ils sont arrivés, après avoir fait des tests de matérialité, à une liste des 12 enjeux matériels, ou enjeux prioritaires. Alors, à nouveau, Air France, KLM, c'est un grand groupe, c'est 80 000 personnes. Donc, nous, c'était différent. Donc, on est parti, alors, je vais déjà vous expliquer, juste avant, on avait vu, on a parti avec une liste des 15 enjeux, et l'idée était de trouver entre 3, 4, 5 enjeux prioritaires. Voilà. Alors, comment on a fait, comment on construit justement la matrice des matérialités? D'abord, il faut lancer un process de consultation auprès de toutes les parties prenantes. Dans les cas des Blue Link, donc on a consulté tous les 12 parties prenantes qu'on a vues avant. Donc, en gros, on a envoyé un questionnaire à tous nos collaborateurs à travers le monde. Donc, on a eu 443 salariés qui ont participé. Donc, ça représente environ 25% des participations, qui est un taux assez élevé pour ce type de consultation. On a eu bien sûr notre comité de direction, nos administrateurs. On a aussi été en contact avec différents pouvoirs publics. Tous nos partenaires syndicaux, ici en France, partenaires sociaux ici en France, ils ont participé également. On a consulté 3 syndicats professionnels, pas seulement en France, mais dans les autres pays où on est présent. 4 de nos clients partenaires ont participé. Nos sous-traitants, on a aussi consulté à quelques communautés locales, dont Yes for Humanity et Omnidia. Alors, donc, les process de consultation, ils passent par 2 phases. Il y a un process un peu plus, disons, quantitatif qui est fait à travers les questionnaires qui sont envoyés aux différentes parties prenantes. Et après, on essaye de compléter ces process-là par un process plus qualitatif où on va faire des entretiens avec les parties prenantes. Alors, bien entendu, les entretiens, on ne peut pas faire avec les 2000 collaborateurs. Donc, on va sélectionner des petits groupes dans les différents bureaux. Et c'est pareil pour les autres parties prenantes. On va sélectionner quelques-unes pour faire un entretien pour aller plus en profondeur sur certains sujets. Alors, donc, les résultats, c'est la matrice des matérialités des données, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Alors là, on l'a inversé par rapport à celle d'Air France. Donc ici, dans l'axe vertical, on voit les sujets priorisés selon les COMEX. Donc pour les COMEX des Blue Link, les sujets les plus importants sont la performance économique et l'engagement client. C'est juste après le développement du capital humain. Et pour toutes les autres parties prenantes consultées, les sujets les plus importants sont le développement du capital humain. Et juste après, c'est les conditions de travail. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit là? Déjà, les développements du capital humain, c'était vraiment un enjeu qui a été mentionné par toutes les parties prenantes. Engagement client et conditions de travail également. Donc, pas par toutes, mais presque toutes parties prenantes ont mentionné ces 2 enjeux-là. Donc, on voit clairement que ça, c'est vraiment les 3 enjeux prioritaires pour le link. Après, on voit un tas des enjeux ici au milieu qui sont soit prioritaires par les COMEX, comme la performance économique, ou prioritaires pour les autres parties prenantes, comme par exemple la diversité et l'inclusion. Ce qui est important de voir, c'est aussi les feedbacks qu'on a eus de la majorité des parties prenantes, c'est-à-dire alors, la liste des 15 enjeux, c'est très bien, c'est très complexe, mais c'est très difficile à retenir tous les enjeux, c'est aussi très complexe.
Donc, les travaux qu'on a fait juste après la consultation, c'était justement de simplifier cette liste-là en regroupant certains enjeux qui sont assez, peut-être pas similaires, mais qui sont, disons, dans les mêmes groupes. Donc, par exemple, on a regroupé protection sociale, dialogue social, diversité, inclusion et les conditions du travail sur un seul groupe qui maintenant on appelle engagement des équipes. Alors, donc justement, là j'aimerais bien, je passe à la partie de la stratégie. Donc, en se basant sur la matrice des matérialités, on a identifié donc 3 priorités pour Bluelink pour les 3 années à venir. C'est ce que vous voyez en haut. Donc, le développement du capital humain. Ça, on a vu, c'est vraiment une priorité mentionnée par tous les parties prenantes. Il y a les engagements des équipes où on a mis les conditions de travail, la diversité et inclusion, également les dialogues sociaux. Et un troisième enjeu qui est l'impact local et environnemental. Alors, l'impact local et environnemental, si on regarde dans la matrice des matérialités, donc en gros, on a repris gestion des déchets, sobriété numérique et communauté locale, et voilà, c'était tout. Alors, on pourrait dire, ben, si on regarde quelle est la matrice des matérialités, peut-être ce n'est pas l'enjeu prioritaire pour Bluelink. Donc, c'était aussi une décision qui a été prise avec les COMEX, qui a dit, OK, peut-être aujourd'hui, à travers la matrice des matérialités, on ne voit pas cet enjeu comme prioritaire, mais nous, on les considère comme prioritaires. À la fois parce qu'il a tous la problématique des réchauffements climatiques, et nous, ben, on a notre partie à contribuer, bien sûr. Et ce qu'on a vu aussi, ça c'était surtout avec nos chefs des sites, c'est que l'impact local est vraiment lié d'engagement des équipes. Les équipes dans les différents pays où on est présent, elles sont très contentes de travailler avec les ONG locales et vraiment de la communauté. Voilà. C'est pour ça que même si ça ne ressort pas forcément, pas de façon très claire dans la matrice des matérialités, on a pris la décision de l'inclure quand même comme une priorité pour les années à venir. Et après, on a quand même mis dans notre stratégie 4 principes, on dit voilà, des principes à consolider, qu'on considère vraiment comme des enjeux de base, comme des principes de base. Il faut qu'on les ait pour continuer à exister demain. En gros, ben, c'est l'impact économique. Comme je disais au début, une entreprise qui n'est pas performante, ben, elle ne va pas exister demain. L'éthique et la responsabilité, puisque ça fait vraiment partie de notre ADN. L'engagement client, qui est bien sûr très lié à l'impact économique, parce que si on n'a pas des clients engagés, ben, on n'aura pas des clients, on n'aura pas des chiffres d'affaires. Et on a mis aussi sécurité des données, puisque c'est un sujet très important dans notre métier, où on a justement accès à toutes les bases de données de nos clients. Voilà, donc en gros, c'est ça les bases de notre stratégie RSE. Donc à partir de ça, on a créé vraiment, on a écrit un document où on explique toute la démarche qu'on a mis en place, qu'on explique justement la définition de chaque enjeu, et qu'on commence à dire aussi les actions qu'on va amener pour chaque enjeu, en tout cas pour les enjeux prioritaires. Voilà, donc ça c'était les 4 étapes. Comme je vous ai dit au début, je ne vais pas encore partager la 5e étape, ça c'est les teasers pour l'année prochaine, parce qu'on va commencer à travailler sur les plans d'action pendant les premiers trimestres de 2022. Après, oui, les derniers points, donc Fouzi nous a dit aussi au début, c'est très important de corréler les enjeux RSE d'une entreprise aux ODD, donc aux objectifs de développement durable de la ONU. En gros, on pense que la RSE, c'est vraiment une façon pour les entreprises de contribuer à ces objectifs-là. Donc là, les 5 objectifs que je vous ai mis, c'est en gros les objectifs auxquels on pense, enfin on espère en tout cas, qu'on pourra contribuer grâce à notre stratégie RSE. Voilà, et peut-être seulement pour conclure, si vous devez retenir 3 points clés, je dirais, c'est plutôt un feedback que nous, on a eu en interne avec les projets. Les premiers points, c'est vraiment, et c'est hyper important d'embarquer toutes les parties prenantes, et il faut prendre les temps, c'est ça qu'on s'est aperçu aussi au début du projet, il y a quand même parfois une malcompréhension du sujet de la RSE. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça avec la philanthropie, et c'est pas ça. Donc ça nous a pris vraiment du temps de bien discuter avec les gens, et justement, comme je disais, embarquer les gens. Donc ça, c'est très important, et c'est important de prendre les temps
pour faire ça. Le deuxième point, c'est important aussi, comme je disais, de mettre la stratégie RSE vraiment au corps du business, de la stratégie de l'entreprise, et pas de gérer ça comme un projet complètement à part. Et le troisième point, je pense que c'est important aussi d'essayer de se concentrer sur certaines actions concrètes et au lieu d'avoir, comme j'ai dit par rapport à notre liste initiale, d'avoir 15 enjeux, concentrez-vous sur 3 ou 5 pour être sûr qu'on va réussir à faire quelque chose et qu'on va aussi avoir des résultats plus vite. Voilà. Merci Felipe. Alors, juste faire le partage, comme ça on le voit tous, parce que du coup, quand on fait le partage, on n'a pas forcément comment dire, la vue sur vous. Alors, merci donc à Fouzi et Felipe pour cette présentation riche. L'objectif, c'est également de répondre à vos questions si vous en avez, des clarifications également. Aussi, peut-être que de votre côté, vous avez aussi des bonnes pratiques à partager. C'est aussi intéressant aussi de les partager. Ou alors, vous avez peut-être des questions à poser à nos experts, parce que vous avez peut-être envie de vous lancer sur quelque chose, de proposer à vos managers quelque chose à votre direction. Et est-ce que vous avez besoin de conseils aussi spécifiques que vous pourrez vous apporter? C'est ouvert. Olivier? Ouais, j'avais juste une question sur la sécurité des données. En quoi ça rentre dans la RSE? Alors, dans une entreprise, par exemple, si vous avez des collaborateurs et que vous gardez, je vous donne un exemple. Par exemple, on n'a plus le droit sur nos ordinateurs et sur un Google Drive de garder des numéros de téléphone parce que si vous êtes hacké, le partage de ces données est partagé avec tout le monde. Par exemple, quand on travaille dans un cabinet de conseil, on manie énormément de données très confidentielles et avec la RGPD, ça oblige le cabinet de conseil à faire attention à ça. Ça va être la même chose avec vous pour si vous avez une base client, vous devez être capable de pouvoir la protéger et savoir où mettre vos documents. Et ça, la RGPD, ça vous permet aussi de faire ça. C'est pour un exemple. Après, il y a d'autres choses que la RGPD peut. Si tu veux rajouter des choses, Felipe, n'hésite pas. Ouais. En gros, quand je vais expliquer en fait la définition d'un enjeu RSE, en gros, c'est un sujet pour lequel l'entreprise peut avoir un impact positif ou négatif sur la société. Donc, tout ce qui concerne les données, si on ne traite pas bien les données, ça peut avoir un impact sur vos collaborateurs ou sur vos clients finaux. Donc, voilà, donc c'est pour ça que pour nous, en tout cas, c'est un enjeu majeur. Et ça rentre aussi dans ce qu'on appelle l'intelligence économique, c'est-à-dire qu'un concurrent peut vous voler tous vos projets parce que vous n'avez pas su sécuriser vos données. Donc, c'est à la fois dangereux pour vous, mais ça peut être dangereux aussi à un autre niveau si vous maniez des choses sensibles. Encore une fois, comme il l'a très bien dit Felipe, la RSE, ce n'est pas que philanthropique. Il y a d'autres logiques économiques, sociales et environnementales. Souvent, la RSE, on pense uniquement au développement durable. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup de croyances, beaucoup d'idées reçues. Et quand on construit une RSE, en tout cas une stratégie, on ne la fait pas tout seul dans son coin ou que les directeurs dans son coin. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu et puis j'ai contribué aussi avec Felipe dans les ateliers. L'idée, c'est de croiser les regards et en tant que salarié, en tant que manager, en tant que responsable, en tant que partie prenante comme la mission locale ou comme les pôles emploi, tous les partenaires sociaux, tous les parties prenantes qui peuvent vous apporter, eux, leur vision et comment vous pouvez en fait la compiler avec votre propre stratégie pour pouvoir justement embarquer tout le monde en interne. Parce qu'elle ne peut pas être uniquement pilotée et engagée par la direction, elle doit être surtout vécue et qui est une vraie empreinte globale et au niveau de l'entreprise à tous les niveaux. Parce que souvent on parle de RSE en termes d'affichage. Oui, je vais vous donner la parole. Souvent, on parle d'affichage, on affiche des valeurs d'RSE et quand on demande des preuves d'application aux entreprises ou les salariés ou les candidats vous demandent des preuves d'application, il n'y a rien. Et voilà, et souvent, c'est à travers, et donc c'est super important de s'embarquer sur des
sur des choses concrètes. Et puis surtout, ce que j'ai bien aimé dans votre présentation avec Fosy, c'est engagez-vous sur une stratégie simple, dans un plan d'action concret co-construite. Et ensuite, vous pouvez comment dire, avoir quelque chose de concret et d'atteignable. Alors, il y a deux personnes qui lèvent la main. Bah, allez-y, qui veut prendre la parole? Moi, je voulais remercier pour la qualité, franchement, de l'intervention. J'ai vraiment beaucoup apprécié et beaucoup appris. Je ne pensais pas qu'il y avait tout ça dans la RSE. Je suis venue en disant, je connais ce que c'est que la RSE, mais en fait, franchement, je suis vraiment... Enfin, merci de cette qualité. Hein. Franchement, vraiment, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Et puis voilà, donc je voulais juste intervenir pour remercier. Voilà, tout simplement. Merci. Ils ont passé des heures. Hein. Spécialiste. Chantal? Oui, merci. Oui, moi, je voulais savoir comment vous aviez, chez Bluelink, embarqué vos collaborateurs, tout particulièrement sur cette phase de préparation. Donc, on a commencé, enfin, on a lancé toute une campagne des marketing, pardon, j'ai confondu Ah oui, les métiers. C'est du marketing interne, peut-être, mais… On a lancé toute une campagne des communications. On a aussi beaucoup impliqué notre DG. Donc, il a fait plusieurs vidéos, justement, où il a adressé la parole directement aux collaborateurs pour expliquer la démarche et toutes les différentes étapes. Donc, ça, c'est la première chose. On a aussi lancé un e-learning où je pense que c'était une learning de 10-15 minutes, donc tous les collaborateurs ils ont pu participer. Et dans cette learning-là, on a donné un peu la définition de la RSE, qu'est-ce qu'il y a derrière, et on l'expliquait à nouveau ce qu'on voulait atteindre avec les projets. Donc on a fait ça et on a fait plusieurs réunions avec les managers, justement, pareil, pour expliquer la démarche, pour qu'eux, derrière, ils puissent partager un peu plus de détails avec les équipes. Donc, ça demandait énormément de communication. Et pour être complètement franc avec vous, au début, on avait prévu de faire ça en 6 mois. Ouais, je crois qu'on a revu le truc. Hein. Et voilà, au bout de 3 mois, on s'est dit non, bon, on va prendre les temps parce que c'est important. Donc, ça a pris beaucoup plus de temps. Ouais. Les 3 premiers mois, c'était pas mal. C'est les interviews, les enquêtes et voilà. Et les 3 mois, c'était surtout par rapport à ça. Oui, et beaucoup de réunions. Oui. Et pour les plans d'action, parce que je pense que c'est ça vraiment une étape clé, on prévoit justement de choisir des ambassadeurs RSE dans chaque bureau qu'on a à travers le monde, qui vont, entre guillemets, bien sûr, participer au projet, mais qui vont être les porte-parole de chaque bureau qu'on a. Il faut des relais, des référents. Ça répond à votre question, Chantal. Ça répond, mais alors du coup, ça m'en amène une autre, mais c'est plus de la curiosité parce que c'est très particulier à votre entreprise. Mais vous avez réussi à garder une cohérence, bien que vous soyez éparpillés dans le monde entier. Les enjeux, ils sont ressortis communs à tous les pays sans difficulté? Alors, c'est une très bonne question. Il y a des enjeux qui ressortent partout, donc par exemple les conditions du travail. Donc là, ça c'était unanime. Après, bien entendu, il y a des enjeux qui ne ressortent pas partout. Donc, je vais vous donner un exemple. L'enjeu des diversités et inclusion, c'était très important à Prague, pas à Paris, parce que je pense qu'on travaille beaucoup sur les sujets depuis des années, donc je dirais c'est même plus un sujet. Mais à Prague, c'est quelque chose qui, ça a ressorti en tout cas. Et c'est pour ça aussi qu'on a regroupé les enjeux pour avoir des enjeux un peu plus larges, justement, pour qu'on mettra les plans d'action, mais chaque BU puisse s'adapter selon leurs besoins locaux. Oui, donc il y a des enjeux qui ressortent un peu partout, mais il y a des enjeux très spécifiques dans chaque pays, bien entendu. Donc c'est un travail que c'est pas évident. C'est pas évident. Après, voilà, on pense que c'est quand même important d'avoir une stratégie au niveau groupe, au moins pour donner un peu de cohérence à tous les démarches locales. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer ça au niveau groupe, tout en donnant la flexibilité à chaque pays d'adapter à leurs besoins. Il faut laisser une marge de manœuvre Oui. locale, parce qu'il y a le côté culturel aussi. Aussi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions?
de partage, ça peut être aussi ça, par rapport à votre structure. Nisrine, Oui. Nisrine, vous avez levé la main, je Ah crois. oui, parce que du coup, je ne vois pas effectivement. Oui, alors moi je tenais vraiment à remercier pour cette présentation. Alors je rejoins Madame Niakate qui disait que c'était super bien présenté parce que moi je l'ai vu en cours il n'y a pas si longtemps que ça et je n'avais pas tout à fait compris en fait les enjeux et tous les axes n'ont pas été présentés correctement. Donc là c'était vraiment très détaillé et on va dire expliqué avec des mots simples et clairs. Donc là, concrètement, tous les enjeux sont bien compris et merci beaucoup pour votre travail. Merci. Le but vraiment, c'est que ce soit. Alors, on a enregistré cette séquence-là justement pour que si vous avez besoin de la revisionner, l'utiliser et puis même le partager dans le réseau, que ça puisse aussi. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec une boîte à outils. Voilà, que ce soit facile à appliquer derrière ou à remonter auprès de vos dirigeants, justement, pour les sensibiliser, parce qu'on ne fait pas de RSE tant qu'on n'a pas co-construit. Parce que, comme l'a très bien dit Felipe, on est une entreprise qui va avoir 30 ans. Ouais, voilà, on va la dire celle-là. Qui a 30 ans. On a effectivement Air France qui est structurée, organisée. Nous, on a fait beaucoup. On a eu des pratiques. On n'a pas eu une démarche. On a eu des pratiques dans différentes thématiques de la RSE, mais ce n'était pas structuré. Voilà. Felipe l'a relevé, merci. Et du coup, ça nous a permis de poser les choses, de faire le point sur ce qu'on fait bien, ce qui manque et ce qu'on ne fait pas bien, et pour pouvoir embarquer aussi le collectif et que ce soit homogène dans le groupe. Il faut vraiment avoir une démarche globale. Et c'est ça qui est important. Donc, il n'est jamais trop tard, mais prenez vraiment le soin de poser, de diagnostiquer et de co-construire avec tout le monde. C'est vraiment ce qu'il faut. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai retenu de l'expérience. Voilà. Voilà, 30 ans, donc on a attendu 30 ans pour structurer, donc c'est jamais trop tard. Oui, c'est ça en fait. Ce qui a été très clair aussi, c'est qu'il a bien expliqué en fait qu'il fallait vraiment faire les choses étape par étape et ne pas voilà, faire les choses globalement en commençant par la fin ou voilà, en tout cas, il faut faire quelque chose d'assez structuré afin de ne pas se perdre au fil de la construction de ce projet. Ouais, puis s'éparpiller surtout. C'est ça le problème. Ou alors de se concentrer uniquement sur des choses philanthropiques. Exactement. C'est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est ça. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a des dernières réactions? Oui, On peut peut-être vous dire, c'est voilà, notre prochain rendez-vous, voilà, RSE aura lieu le 20 janvier, donc également aussi, je pense, par webinaire. Alors, ce sera, oui, là, en tout cas, c'est pour l'instant webinaire, mais on va peut-être, ou alors un format présentiel. On est en train de discuter là-dessus avec nos deux entreprises experts qui sont Carrefour et Suez. C'est Suez. Carrefour et Suez. Et voilà, ce sera sur recruter autrement. Voilà la thématique. Bon, de toute façon, on vous enverra à nouveau l'agenda du club. Sur notre LinkedIn également, de toute façon, on poste régulièrement le programme. Et donc, bien sûr, si vous avez des questions un peu plus tard sur cette thématique-là, on est à votre disposition. OK? Merci à vous tous. Merci de votre participation. Alors, excusez-moi, j'avais juste une dernière question. Ah, il y a une dernière question. Oui, excusez-moi, c'était seulement pour savoir si c'était possible d'avoir accès à l'enregistrement pour revoir un petit peu. Oui, bien sûr, c'est le but. Hein. L'objectif, c'est de le partager, l'enregistrement, pour que vous puissiez la revisionner, reprendre des notes, et puis en faire quelque chose. Hein. C'est l'objectif du webinaire, c'est d'en faire quelque chose derrière. C'est ça. Bien sûr. Exactement ça. Parfait. Merci beaucoup. Les entreprises voilà, qui ne font pas encore partie du club des entreprises inclusives du Val-de-Marne et qui ont envie de nous rejoindre, mais vous êtes les bienvenus. Voilà, vous avez, je pense, notre contact mail hein, avec le rappel que j'ai envoyé aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre contact avec Alexandra. Voilà. Ou Leïla. Exactement. Ben, merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.
De rien. Au revoir. Merci. Au revoir.